sens bien que vous vous intéressez vraiment à cette formation, la formation des professionnels soignants, et vous interrogez cette relation entre soignants, patients, l'écoute, le respect. Et donc c'est aussi pour ça qu'on avait envie de vous entendre à ce sujet. Une des questions qui nous animait, c'était, et nous, en tant que psychomotriciennes, quel temps il nous a fallu pour se sentir, pour devenir soignante. Et dans votre œuvre, en partant de la maladie de Saxe jusqu'à votre dernier roman, L'école des soignantes, cette question de la temporalité, elle est nommée, elle traverse vos romans, notamment par rapport à comment on accompagne vos personnages et leur évolution prise dans le temps, du côté de leur construction, aussi bien intime que professionnelle, éthique, voire même politique. Je suis très honoré parce qu'on ne m'a jamais posé des questions dans ce sens-là. J'ai du mal à concevoir un soin qui ne soit pas quelque chose qui se construise dans le temps, justement. Et si on veut comprendre quelque chose à la personne qui est en face de soi, on est obligé d'écouter le récit qu'elle fait de sa vie passée, immédiate ou lointaine, en rapport avec la raison pour laquelle elle est devant nous. Il y a un rapport au temps qui est un double rapport au temps. Il y a le temps qu'on passe avec cette personne et qu'on consacre à l'écouter raconter son histoire, et puis il y a l'histoire, il y a le temps de l'histoire. Ça peut même remonter à avant leur existence, hein. S'il y a des liens avec la généalogie ou avec la transmission génétique. Je ne conçois pas le fait de soigner comme autrement que comme quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Moi, mon expérience de médecin de famille et de médecin au centre de planification, ça a été, même si je voyais des gens de façon discontinue, ça a été beaucoup de voir des gens pendant très longtemps. Et il est évident que cette durée s'accompagne de récits. Et c'est précisément quand on respecte ce récit qu'on approche au plus près de la perception que justement les personnes ont du problème. Parce qu'on ne peut pas le vivre à leur place. Le temps, c'est une constituante essentielle du soin. D'ailleurs, l'immense majorité des soignantes et des soignants se plaignent de ne pas avoir assez de temps. L'immense majorité des patientes et des patients se plaignent qu'on ne prend pas le temps de les écouter. Cette écoute, on voit bien que c'est primordial dans votre approche de la relation soignant-patient. Et comment vous avez pu, dans votre parcours intime, personnel, construire cette écoute? Comme beaucoup de jeunes médecins, j'étais très interventionniste, je voulais absolument que les gens aillent mieux, et donc je leur donnais beaucoup d'explications, donc je les écoutais pas beaucoup, parce que j'avais l'impression que ce qui était important, c'est ce que j'allais leur dire. J'ai fait 2 expériences fondamentales. La première, c'est que je suis allé travailler tout de suite au centre de planification, au centre d'interruption de grossesse de l'hôpital du Mans. Donc je faisais des consultations de planification et des IVG. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Yvonne Lagneau, qui était la surveillante du service, qui m'a montré l'importance, l'intérêt, la nécessité d'écouter les femmes et pas de leur tomber dessus en leur posant des questions auxquelles elles n'avaient pas de réponse, mais de les laisser raconter pourquoi elles étaient là, comment elles étaient là, qu'est-ce qui leur était arrivé. Parce que du coup, ça permettait beaucoup mieux de comprendre ce qui se passait et de leur faire des propositions qui étaient des propositions adaptées. La deuxième chose, c'est que j'ai participé à des groupes Balint. Les groupes Balint sont des groupes de parole de soignants, hein. Ça peut être des médecins, mais ça peut être mixte. Je sais que dans le groupe, après que je suis parti, il y avait une psychomotricienne. Et les groupes Balint servent à parler des difficultés relationnelles que les soignantes et les soignants ont avec les patients. Le groupe fonctionne comme une sorte de guide relationnel avec la personne. Et évidemment, pour pouvoir fonctionner comme ça, il faut que chacun des membres du groupe qui ne parle pas écoute. Donc j'ai appris à écouter à la fois en situation grâce à cette femme et en situation grâce à mes collègues avec qui je faisais le groupe une fois par mois. Le grand apprentissage que j'ai fait, c'est que paradoxalement, moins on parle, plus on en apprend, mais surtout, plus la personne qui est en face de vous en apprend sur elle-même. Pendant toutes mes études, j'ai pensé que la position d'écoute, c'était passif. Mais pas du tout. C'est pas du tout passif, c'est exactement l'inverse. Au contraire, la position de parole, c'est une position qui arrête complètement la communication. Au bout de 25 ans, je n'étais plus le médecin que j'étais au début. J'avais beau être très bienveillant et tout ça.
j'ai appris à me la boucler. Et j'ai appris... Alors, une autre vertu de ça, c'est que le fait de vouloir parler, c'est intimement lié au fait qu'on veut contrôler ce qui se passe. Même quand on n'est pas dans une relation de pouvoir, moi j'ai jamais voulu être dans une relation de pouvoir en matière de soins, mais même quand on n'est pas dans une relation de pouvoir, quand on est bienveillant, on a envie de faire du bien, donc de faire ce qui est bien. Et on est dans le contrôle. Et quand on est dans le contrôle, ben, il manque de la place pour que la personne soit en face. Quand on n'est pas dans le contrôle, c'est-à-dire qu'on dit, ben, a priori je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas mieux que vous, parce que je connais moins bien votre histoire que vous. Tout ça c'est implicite bien entendu, mais enfin c'est une posture. Je ne sais pas quoi faire. En revanche, je suis sûr que si je vous laisse parler, vous allez m'indiquer où ça fait le plus mal, au sens large du terme, où ça pose problème. C'est ce que je dis aux étudiants en médecine qui font de la médecine générale plutôt que des spécialités. Je leur dis, vous avez un gros avantage sur les spécialistes, c'est que le temps travaille pour vous. Et c'est la même chose pour les professions dans lesquelles justement on a des relations répétées avec les mêmes patients ou les mêmes patientes pendant de longues périodes. Le temps travaille pour vous. J'ai travaillé dans des situations où j'avais très peu de temps et je ne travaillais plus de la même manière après avoir fait ce travail sur moi-même. J'étais capable de travailler très vite parce que justement, d'abord, je ne m'occupais pas d'essayer de contrôler ce que les personnes allaient dire, et puis je savais écouter ce qu'elles disaient, et puis c'est pas évident parce que on n'est pas toujours en position d'écouter. On n'est pas toujours dans l'humeur. Dans la disponibilité. Dans la disponibilité. Bon, cela étant, quand on a pris l'habitude de le faire, plus ça va, plus c'est facile. L'écoute, on la travaille aussi du côté du corps du langage du corps et de la symbolique, de ce que le corps en mouvement, le corps en relation peut offrir comme récit authentique de ce qu'est la question pour l'autre, la demande pour l'autre. Et de frustration de la part des personnes que vous voyez sur le fait que des fois elles ne contrôlent pas leur corps. Ouais. Alors donc c'est d'où dans votre situation la nécessité justement de ne pas leur laisser entendre que vous allez les aider à contrôler. Ouais. Moi, ce que j'ai appris, c'est ça, c'est apprendre à être surpris comme si c'était un épisode d'une série qu'on n'a jamais vue et qu'on a mis au hasard. Et on tente. Et puis des fois, c'est une série qu'on a vue, mais c'est un épisode qu'on n'a jamais vu, et puis ah bon, il se passe ça, pas dis donc. Et parfois, c'est un épisode qu'on a déjà vu, oui. Il y a un certain temps, et en le revoyant à ce moment-là, on le vit tout à fait autrement. Exactement, Ouais. exactement. On ne peut pas parler de temporalité si on ne parle pas de la mémoire. Hein. Moi, une des choses qui m'ont le plus appris, c'est d'admettre que ma mémoire n'était pas fiable. La mémoire n'est pas fiable. Nous construisons nos souvenirs. Savoir ça, c'est-à-dire savoir de travailler avec cette incertitude-là, ça oblige aussi à retourner vers le discours de la personne qui, elle, n'a pas le même souvenir que vous, ou n'a pas le souvenir de vous avoir raconté ça comme ça. Les souvenirs, ils se construisent aussi avec notre propre vécu de là où on est, et qui peuvent être également très en lien avec la période où nous, on était, ce qu'on avait vécu le matin même, la voiture qui ne démarre pas, mais également des fois seulement là où on en est de notre propre évolution professionnelle, c'est-à-dire qu'en tant que jeune professionnel, les rencontres qu'on a fait, l'expérience qu'on a eue, les patients d'avant, les patients qui vont venir. Je trouve horrible d'avoir une profession dans laquelle on voit les gens qu'une fois. C'est difficile, quoi, parce que ça veut dire que soi-même, on a une expérience morcelée. Alors que la grande qualité d'avoir des relations suivies avec les personnes, c'est que du coup, notre propre expérience devient un continuum. Est-ce qu'il y a eu un moment donné, vous, dans votre pratique de médecin, où vous avez eu ce sentiment que vous étiez en train de devenir soignant ? Est-ce qu'il y a un moment donné où, dans le début du parcours, vous avez dit « Tiens, là, je commence à saisir des trucs, tiens, ma posture change ». On n'est jamais sûr. Hein. C'est les gens qui nous disent. Et enfin, moi, en ce qui me concerne, même quand les gens me disent, je suis jamais sûr. Bon, je souhaite à personne d'être dans cette position-là, mais
je crois qu'il est arrivé un moment, mais je ne peux pas vous dire quand, il est arrivé un moment où je me suis dit, je vais vous raconter une histoire. C'est une femme qui vient au centre d'interruption de grossesse, et une femme, c'était un moment où encore, où les femmes qui venaient au centre d'interruption de grossesse, elles rasaient les murs, parce que c'était souvent des femmes de milieu modeste, ou la classe moyenne, mais pas trop riches, parce que les femmes qui avaient beaucoup de moyens, elles allaient en clinique, et puis ça passait pour un curetage sur fausse couche, etc. Et donc, cette femme vient et elle tranche parce que justement, manifestement, elle vient d'un milieu très favorisé. Elle a très beaux vêtements, elle a des bijoux partout. La personne qui la dépose, elle dépose dans une voiture somptueuse. Elle rentre très, très sûre d'elle-même, en disant « Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ?» etc. Elle traite un peu tout le monde de haut. Et ma surveillante me dit, on va la mettre, il y avait 2 chambres où les femmes se reposaient après leur IVG, elle me dit on va la mettre à part des 3 autres ou des 2 autres, je ne sais plus, parce qu'elles ne vont pas s'entendre. Bon, donc on la met à part, je vais voir les premières, après les IVG, je vais voir la chambre où il y avait 2 ou 3 femmes qui étaient assises, et je leur parle de contraception, je leur dis bon, qu'est-ce que vous aimeriez savoir, etc. On cause comme des copines, et puis on parle de tout et de rien, et puis voilà. Et puis je vais voir la deuxième, cette dame, et cette dame qui était restée absolument silencieuse pendant son IVG, me dit « J'ai pas besoin de contraception, parce qu'en fait j'ai envie d'être enceinte, mais vous voyez, on est en avril, et je me voyais pas enceinte de 4 ou 5 mois en juillet à Saint-Tropez. » Et là, comme j'aurais probablement eu au début de mon exercice, et comme beaucoup de gens auraient pensé, pendant une fraction de seconde, j'ai pensé pique-pendre de ça. Et d'un seul coup, ça a fait tilt, parce que je faisais déjà du balint, puis Yvonne, elle m'avait quand même un peu, je veux dire, elle m'avait appris beaucoup de choses, ça a fait tilt, et je lui ai dit, madame, vous n'avez pas à justifier de votre IVG, mais si je peux me permettre de vous donner mon sentiment, j'arrive pas à croire ce que vous me dites. J'arrive pas à le croire. Et là, elle fond en larmes, et elle me dit, non, c'est pas vrai, je suis pas sûr qu'il est de mon mari. Ce qui était une toute autre histoire. Tout à fait. Bon. Et là, j'ai su, et vous voyez, ce jour-là, j'ai su que je ne me laissais plus manipuler par mes propres émotions. C'est-à-dire que je savais repérer quand une émotion était tellement forte que, d'accord, c'était mon émotion, mais c'était ce qu'elle avait dit, et ce qu'elle avait dit était peut-être destiné à provoquer mes émotions. Donc si elle voulait le faire, c'est peut-être qu'elle cachait autre chose. Ou qu'elle ne pouvait pas dire ce qui, elle, la faisait souffrir. Et donc du coup, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on se laisse prendre par la provocation de la personne qui est en face de nous, et c'est normal, on n'est pas des robots, hein, je veux dire. On se laisse prendre sans penser que peut-être cette provocation, elle est faite précisément pour parasiter, voilà, pour faire du brouillard. Vraiment accepter d'emblée quand on commence que non seulement on n'est pas tout puissant ou toute puissante, mais qu'en plus on ne le sera jamais, et que troisièmement, c'est très bien, vous n'êtes pas là pour être toute puissante, hein, vous êtes là pour soigner, et soigner, encore une fois, c'est pas une relation de pouvoir, c'est pas un rapport de force. La relation de soins, le consentement est obligatoire, c'est pas optionnel. Et il doit être explicite, et il peut être retiré à n'importe quel moment, etc., etc. Je me souviens, dans les années 70, il y avait une affiche où on voyait une silhouette d'adulte et une silhouette d'enfant, et puis ça disait « Donne-moi la main, mais ne me manipule pas ». L'idéal du soin, c'est de faire en sorte que les gens n'aient plus besoin de vous. Ou de moins en moins.